Bienvenue à vous, je suis ravi de vous retrouver, ravi de retrouver Jérôme Chartier, donc député du Val-d'Oise et l'un des bras droits de François Fillon. D'abord, cette réforme régionale, vous en pensez quoi? Je pense que François Hollande... Vous avez l'air de tomber, boum. Non, pas du tout. Je pense simplement que François Hollande vient d'inventer une réforme. La première réforme qui ne sert à rien. La première réforme qui ne change rien. C'est quand même assez stupéfiant. Je regardais en détail ce que dit François Hollande dans sa tribune. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je rassemble des régions ». Très bien. Est-ce qu'il parle d'économie? Oui, il y aura moins d'élus. Très bien. Donc moi, je suis allé chercher les chiffres, monsieur Durand. Les élus, tous les élus régionaux confondus, c'est 60 millions d'euros en France à peu près. Le budget des régions, c'est 27 milliards. Donc c'est très bien. Il va peut-être faire une économie de 20% sur les indemnités des élus. Pourquoi pas? On économise 12 millions. Extraordinaire. C'est 27 milliards. Qu'est-ce qu'on a commencé comme économie sur le budget des régions? À part ça, rien. Est-ce que vous considérez que ce qui a été fait hier a été bricolé? Mais oui, c'est du bricolage. Pourquoi? Parce que rien n'est fait pour essayer de créer des régions qui soient solidaires, qui soient logiques. On a simplement aggloméré des régions qui existent déjà pour faire des ensembles plus grands. C'est très bien. Est-ce que le citoyen y gagne? Non. Est-ce qu'il y a des économies budgétaires? Non. En tout cas, elles ne sont pas annoncées. Mais il fallait passer par là. Comment comparer avec les régions espagnoles, les régions allemandes? L'Europe fonctionne comme ça, par grandes régions. Mais je ne suis absolument pas d'accord avec ça. La taille des régions... Donc vous étiez pour le maintien du statu quo? Moi, j'étais surtout pour un vrai redécoupage, pour une vraie redéfinition, pour qu'il y ait des régions, des territoires qui soient solidaires. Voilà ce que je voulais. Qu'est-ce que dit aujourd'hui la région de Nantes? Elle dit, qu'est-ce que je vais faire avec La Rochelle, alors que le château des Ducs de Bretagne, il est à Nantes. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà la question que se posent les Nantais aujourd'hui. Ils ont raison. C'est la raison pour laquelle il aurait fallu prendre son temps plutôt que de bricoler une réforme à la va-vite qui ne va rien changer. Mais est-ce que c'était faisable avec, alors je vais employer une expression monarchique, parce que la monarchie est à la mode depuis l'abdication donc de Juan Carlos et l'arrivée de la reine d'Angleterre en France. Est-ce que finalement on pouvait faire cette réforme en passant outre les desiderata des grands barons ou ducs locaux qui finalement ont envie que ça change ou que ça ne change pas du tout? Moi, je pense que les Français, Jean-Marc Ayrault, François Fillon... Les Français sont prêts à la réforme. Si vous faites une réforme territoriale par référendum, vous aurez des belles surprises. Mais en même temps, il faut avoir une réforme cohérente. Donc c'est la méthode? Oui, c'est la méthode. Il faut une réforme cohérente. Comment les Français peuvent-ils comprendre que vous allez changer quoi que ce soit alors que rien ne va changer dans les faits? C'est-à-dire, pas d'économie, parce qu'il y aura plus de responsabilités pour ces régions. Par exemple, les collèges qui aujourd'hui sont gérés par les départements vont être gérés par les régions. C'est très bien, mais est-ce qu'on supprime les départements? Non, rien avant 2020. Donc ce matin, vous dites finalement tout ça n'a servi à rien. Mais ça ne sert à rien. Aucune économie. Un peu d'économie s'agissant des élus, peut-être qu'il y en aura moins. Est-ce que c'est pas un point de vue systématique de l'opposition? Mais non, c'est anecdotique, Guillaume Durand. Moi, j'ai eu le courage de m'abstenir sur le plan d'économie, 50 milliards d'euros proposé par Manuel Valls. Pourquoi? Parce qu'il y avait une volonté, et moi, je disais que la volonté, il fallait l'encourager. Mais là, ce projet, vous ne le voterez pas. En même temps, je suis déçu. Non, mais là, vous ne le voterez pas, ce projet. Concernant le redécoupage et concernant justement la modification de la loi électorale. Ni m'abstenir sur un projet qui représente aucune économie budgétaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France est en faillite. En 2007, il y a un homme politique, un homme d'État qui est François Fillon, qui dit « la France est en faillite ». On le voit, 7 ans plus tard, la France, elle est en faillite. Elle ne l'était pas en 2007, elle l'est aujourd'hui. Est-ce que François Hollande prend la mesure de la faillite? Non. Est-ce qu'il fait des économies? Non. Il les annonce, c'est vrai, par Manuel Valls interposé, mais est-ce qu'il met en œuvre ce plan d'économie? Eh bien, pour l'instant, je n'en vois pas la queue d'une. Question, est-ce que la rénovation de l'UMP avec ce triumvirat est bien partie ou déjà morte ce matin? Mais elle est nécessaire. Est-ce qu'elle est contournable, cette réforme de l'UMP? Non, elle n'est pas contournable. Est-ce que c'était prévu dans la statut, ce triumvirat? Bien sûr que non, ce n'était pas prévu dans les statuts, pas plus que Big Malion n'était prévu dans les statuts de l'UMP. Rien n'était prévu dans les statuts de l'UMP de ce qui nous est arrivé depuis 15 jours, l'argument des sarkozystes qui finalement délégitime totalement ce triumvirat. Écoutez, si les arguments des sarkozystes consistent à dire que Big Malion n'était pas prévu dans les statuts, ça, les sarkozystes ont raison, Big Malion n'était pas prévu dans les statuts. Donc lorsque vous êtes face à une situation qui n'était pas prévu par personne, pas même imaginé un seul instant, eh bien vous trouvez la solution qui soit la plus rassembleuse. Donc c'est toujours ce matin la solution d'actualité. Mais c'est plus que jamais la solution d'actualité pour préparer le Congrès. Le Congrès du 12 octobre, parce que ça, c'est effectivement ce qu'attendent, je pense,
tous les adhérents de l'UMP. Ils veulent aujourd'hui un renouveau. Ils veulent aujourd'hui une vraie rénovation de l'UMP. Ils veulent redonner de la place aux idées. Raffarin, pourquoi on cite maintenant les noms de Valérie Pécresse et de François Baroin? Pourquoi certains disent finalement il aurait mieux valu que ce soit le vice-président de l'UMP, Luc Châtel, qui prenne la succession de Jean-François Copé? Visiblement, il y a quand même quelque chose qui ne marche pas. Parce que M. Durand, tout ça n'a qu'une semaine. Il y a une semaine, c'était le chamboulement de l'UMP. À l'heure où nous parlons, c'était le début du bureau politique de l'UMP qui, en 2 heures, a changé l'avenir de l'UMP en provoquant la démission de tout le bureau de l'UMP et en provoquant l'organisation d'un nouveau congrès. Quand je lis dans les journaux... Tout a changé en moins d'une semaine. C'est la raison pour laquelle il faut s'organiser. C'est la raison pour laquelle François Fillon voit Jean-Pierre Raffarin, téléphone à Alain Juppé, qu'au-delà de ce triumvirat, de ces 3 anciens premiers ministres qui vont veiller à l'unité de l'UMP, il y aura des personnes qui vont mettre en œuvre la préparation du congrès et plusiurs noms sont cités. Pardonnez-moi de vous reposer la question, mais vous considérez que ça va fonctionner, ce triumvirat donc annoncé la semaine dernière, ou est-ce que ça va justement sous les coups de boutoir des sarkozystes et d'autres d'ailleurs voler en éclats? Parce que Juppé commence à poser ses conditions. Il faut que Césari, le directeur général, s'en aille. Je pense que personne ne gagnerait à vouloir faire imploser l'UMP. Personne. Ni les sarkozystes, non, ni les sarkozystes, ni les copéistes, ni les fillonistes, ni les raffariniens, ni personne ne gagnerait à faire imploser l'UMP. L'UMP doit préparer un grand congrès. Un congrès qui va rappeler qui est cette famille politique, comment elle fonctionne, comment elle a été construite, quelle est son idéologie, quelles sont ses idées. Voilà, c'est à ça que va servir le congrès. Il y a un travail qui est considérable, presque incommensurable, à conduire jusqu'au 12 octobre. On a quand même besoin de tous ceux qui aiment l'UMP pour pouvoir travailler ensemble et travailler en l'occurrence dans l'unité. Ça sera très difficile, ne le cachons pas, mais en même temps, c'est nécessaire. C'est nécessaire aujourd'hui de se rassembler si on a envie, comme tous les Français, d'une UMP, d'une opposition solide. Question, est-ce que François Fillon est toujours décidé à être candidat à la présidence de la République? Mais François Fillon n'a pas varié d'un iota depuis qu'il a décidé de s'engager sur ce chemin. Mais en même temps, François Fillon est un homme politique qui est responsable, qui aime sa famille politique, qui veut préserver sa famille politique. Et s'il s'est engagé... L'argument, les sarkozystes, on les comprend, c'est de se dire finalement, si vous avez 2 candidats... S'il s'est engagé, Guillaume Durand, sur cette voie de la transparence. Oui, de la transparence et de la sincérité. S'il s'est engagé sur cette voie d'un discours clair, d'un discours responsable. S'il s'est engagé sur cette voie d'une rénovation de cette famille politique grande, large, qui va de la droite jusqu'au centre, et qui l'UMP, c'est pas pour rien, c'est pas pour lui, il n'y a aucun intérêt. Quel serait lui son intérêt? C'est surtout, je veux que chacun se débrouille, et moi je ne veux pas m'en occuper. Je préfère me préserver. Et ben non, c'est pas le style de François Fillon. Quand il y a un problème, que ça concerne sa famille politique, mettez-vous à la place des sarkozystes qui vous écoutent ce matin, ils se disent finalement Juppé, candidat, Fillon, candidat, Raffarin, qui est le plus neutre des 3, ils vont tout faire pour désarkoïser l'UMP et donc empêcher Nicolas Sarkozy de remettre la main sur les mains. Comment voulez-vous, Monsieur Durand, désarkoïser une UMP qui n'est pas, en l'occurrence, l'UMP d'un clan? C'est leur crainte. Mais c'est pas l'UMP d'un clan, c'est l'UMP qui est une grande famille politique. Bon, c'est pas désarkoïser ou défilloniser ou qui que ce soit, puisque c'est transitoire jusqu'au 12 octobre. Naïf, ils ont quand même la conscience que c'est ça qui est en jeu. Mais non, c'est transitoire jusqu'au 12 octobre. C'est transitoire jusqu'au 12 octobre. Mais il n'y croit pas une seule seconde. Vous plaisantez, j'espère. Tout le monde y croit parce que tout le monde le sait. Posez la question à Alain Juppé s'il veut être le président de l'UMP, à Jean-Pierre Raffarin. En tout cas, ils vont considérer que tous ceux qui sont sarkozystes... Fillon, c'est pas question. D'accord, mais ils vont considérer, c'est pas une manière de vous interrompre violemment, mais ils vont considérer que tous ceux qui sont, disons, sarkozystes à l'intérieur de l'UMP, pendant cette période de transition que vous évoquez, ils vont gicler. Mais certainement pas, enfin. Heureusement que non. Mais quelle garantie vous leur offrez ce matin ? Puisque Juppé demande déjà le départ du directeur général. Moi, d'abord, j'ai aucune garantie à ouvrir à qui que ce soit, à titre personnel. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'heureusement que l'UMP est une grande famille. Qu'est-ce que cette grande famille? Elle existe depuis 12 ans. Et ça fonctionne. Les salariés de l'UMP, tout le monde les connaît depuis plus de 12 ans. Pourquoi? Parce qu'avant, ils étaient au Rassemblement pour la République. Avant, ils étaient à la démocratie libérale. Et avant, ils étaient à l'UDF. Ça veut dire que ce sont des personnes qu'on a l'habitude de côtoyer. Pour beaucoup, pour la plupart, ce sont des amis. Et comment vous expliquez que justement la personnalité de Nicolas Sarkozy reste à droite, pour la personnalité préférée donc des Français, des électeurs, et qui attendent une certaine forme de revanche présidentielle en marginalisant les candidatures qui sont celles de votre favori, François Fillon, ou d'Alain Juppé, pour l'instant, qui quand même, lui, est plus à égalité avec Nicolas Sarkozy. Vous avez un problème avec Nicolas Sarkozy?
D'abord, moi, Lui, je il n'ai en pas a de problème. avec vous. Moi, je n'ai pas Non, de problème avec mais- Nicolas Sarkozy. Mais les Français Nicolas- de droite, ils ont envie d'unité. C'est-à-dire que les problèmes entre Sarkozy, les Français, Juppé et de Fillon, droite, ils s'en et d'une foutent. façon générale, les Français tout court. C'est-à-dire les Français qui ne Non, sont mais là, je pas parle parmi... pour l'instant Oui, mais de moi, ceux qui sont proches des militants de moi, je l'UMP. parle, Guillaume Durand, des Français qui ne font pas partie des 18% qui soutiennent François Hollande. Les Français qui ne font pas partie des 18% qui soutiennent François Hollande veulent un autre président. Les Français qui ne soutiennent pas François Hollande ont la nostalgie d'une présidente forte, comme était la présidence de Nicolas Sarkozy, comme était la présidence de Jacques Et Chirac. ça peut se comme jouer au était dernier moment, ça, en 2016 ou en nombre de présidents. 2017. Mais ça peut se jouer lors de la primaire, qui est aujourd'hui dans les statuts de l'UMP et qui a été approuvée en congrès par plus de 90% des adhérents de l'UMP et qui sélectionnera le meilleur. Voilà comment doit fonctionner un parti politique moderne aujourd'hui. Merci Jérôme Chartier. Je rappelle que vous êtes député du Val d'Oise et que donc nous sommes dans la journée non seulement de cette réforme territoriale, des conversations donc entre François Fillon et Jean-Pierre Raffarin, mais aussi donc de la réforme pénale de Christiane Taubira. Bonne journée à vous. Merci.